Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes toujours concentrés avec nous, à la fois vous qui êtes dans la salle, mais aussi les personnes qui nous suivent à distance. Bienvenue sur cette table ronde donc, qui est dédiée à la priorité du programme Erasmus+, inclusion et diversité. Je suis Morgane Pro du département promotion de l'agence Erasmus+, et je laisse ma collègue se présenter. Oui, je suis Christelle Coët-Hamet, conseillère technique de la direction, et je suis en charge notamment de cette stratégie inclusion et diversité de l'agence. Et donc, nous avons avec nous à cette table ronde deux invités. Donc, M. Ahmed Drissi, vous êtes professeur des universités à l'INSA de Rennes, membre du cercle Erasmus+, et ancien président de la commission des relations internationales à la conférence des grandes écoles. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, Louise Chancelier, vous êtes déléguée générale d'ESN France, donc Erasmus Student Network France. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent parmi nous. Donc, le temps nous est compté, donc je vais tout de suite vous poser la première question, Monsieur Drissi. Donc, en tant que membre du cercle Erasmus+, est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle justement de ce comité d'orientation de l'agence Erasmus+? Oui, avec plaisir. Le cercle Erasmus+, est un organe d'appui à la direction générale de l'agence Erasmus+ France. C'est un cercle qui réunit en fait une vingtaine de personnalités, à la fois des élus, mais également des experts dans les domaines qui relèvent des compétences en fait de l'agence. Je dirais la configuration actuelle permet de couvrir pratiquement les 4 priorités transversales du programme 2021-2027. Et ce qui est intéressant pour faire le lien avec ce que j'ai entendu depuis le début de la séance, c'est des hommes et des femmes en fait très animés par les valeurs européennes, que ce soit l'inclusion, les diversités qu'on invite à cette table ronde, mais également aussi les valeurs de liberté, de démocratie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous semble vraiment très, très important. Alors ce cercle formule des orientations en lien avec les priorités européennes et nationales sur l'éducation, l'enseignement supérieur, mais également aussi la formation professionnelle, voire la formation tout au long de la vie. Son objectif est de favoriser le déploiement optimal du programme Erasmus+, sur l'ensemble des territoires et au service de toutes les citoyennes et citoyens. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des membres, il y en a 2 ici, et pour pouvoir avancer ensemble et réussir cette belle mission. Merci. Et donc, j'aurais une deuxième question pour vous, parce que à l'occasion de la Journée de l'Europe, le Cercle Erasmus+ a publié une tribune dont vous êtes signataire. Et donc, cette tribune porte des messages forts sur la priorité inclusion et diversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en effet, je pourrais au moins vous partager 3 messages. En effet, dans un monde incertain, comme vous le savez, il nous semble important de réenchanter la jeunesse, de répondre aussi à une attente en termes d'ouverture sur l'Europe, sur le monde. Ça a été invité à plusieurs reprises. Mais également aussi lui permettre justement cette découverte de l'autre, cette découverte d'une autre culture, mais également aussi élargir un peu son spectre de compétences, ça a été rappelé en termes de soft skills ou de compétences douces en bon français. Voilà, l'idée c'est que quelque part cette mobilité relève d'un droit, une mobilité européenne qui relève d'un droit au même titre que l'éducation et la formation quelque part. Donc nous souhaitons vraiment que ça soit inscrit au plus haut niveau dans tous les parcours de formation
une mobilité qui procure une vraie expérience à la fois humaine et professionnelle, mais également aussi une mobilité qui nourrit le ferment d'un sentiment, je dirais, de citoyenneté européenne. En somme, un vrai bagage pour aider toutes les diversités de la société à se projeter avec optimisme dans le futur. Je pense que ça a été rappelé, le témoignage ukrainien en début de séance. Nous avons besoin de faire rêver aussi notre jeunesse et nous avons besoin justement d'avancer toutes les diversités pour pouvoir effectivement faire société ensemble. Alors, en termes de message, donc le premier, c'est ce droit à la mobilité européenne. Le deuxième, c'est que, vous savez, un exemple qui peut être intéressant aujourd'hui, 57% des Français pensent que Erasmus+ est uniquement réservé aux étudiants. En fait, c'est beaucoup plus large, hein, donc ça a été rappelé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour cela, nous appelons de nos voeux, en tout cas au niveau de ce cercle et au niveau de l'agence, la mise en place d'espace Erasmus+ dans chaque établissement d'éducation et de formation, que ça soit dans nos écoles, dans nos collèges, nos lycées, nos universités, nos grandes écoles, les centres aussi de formation des apprentis. Vous voyez bien que ce corner, cet espace, permet la rencontre, et on sait bien que de la rencontre, je dirais, naissent des projets, y compris des projets de mobilité. Donc voilà, l'idée, c'est que cette mobilité soit aussi un enjeu d'orientation, d'insertion professionnelle, et qui permet justement quelque part de déclencher cette belle étincelle, je dirais, de mobilité européenne, et un projet associé de vie ou un projet professionnel quelque part. Donc voilà, en somme, en fait, d'aller plutôt vers une mobilité vertueuse. Nous avons aussi dans le supérieur l'expérience, je dirais, des alumni. Je sais que les grandes écoles ont l'habitude de travailler beaucoup avec le réseau des anciens, les universités aussi. L'idée, c'est qu'au sein du cercle, nous souhaitons aller aussi dans ce sens-là, de profiter un peu de l'expérience des anciens, pour pouvoir partager et rendre un petit peu, je dirais, encore plus possible cette mobilité, quelles que soient les origines et quelles que soient je dirais, les difficultés que peuvent rencontrer les uns et les autres, et notamment nous jeunes. Donc voilà, c'est trois messages qui me semblent vraiment très, très importants et qui vont nous aider quelque part à réussir cette belle mission ensemble. Merci beaucoup. Alors, vers un droit à la mobilité européenne pour toutes et pour tous, on sait qu'effectivement, ce n'est pas encore forcément le cas. Et Louis Chancelier, justement, est-ce que ESN s'est penché sur cette question de frein encore pour une mobilité européenne pour toutes et tous? Alors, en effet, ESN a travaillé avec énormément d'étudiants et de jeunes pour mieux comprendre quels étaient les freins à cette mobilité. Et on a pu avoir un top 3 des catégories. Alors évidemment, tout doit être bien plus affiné. Le premier qui nous vient forcément en tête, malheureusement, c'est les freins financiers, puisque la mobilité a un coût, que ce soit sur les transports, sur le logement, bref, toutes les démarches qui doivent être faites quand on arrive dans son pays d'accueil et pendant toute la durée de sa mobilité. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'étudiants reçoivent leur bourse aussi assez tardivement, puisque selon une étude qui est menée au sein du réseau européen ESN, donc dans 40 pays, 47% des étudiants français qui ont répondu à cette enquête disaient avoir reçu leur bourse plus d'un mois après leur arrivée dans le pays, et seulement 14% avant leur départ. Donc on voit que les enjeux financiers sont à prendre aussi dans leur complexité. On retrouve aussi le problème de l'accessibilité de l'information, puisque aujourd'hui il existe une multitude de sites, une multitude de ressources, et c'est très bien, vers lesquelles se tourner, mais souvent pour les jeunes c'est assez difficile de se dire vers qui on va se tourner, où est-ce qu'on doit chercher telle information, est-ce que pour les bourses il faut plutôt se rapprocher de telle plateforme, est-ce que pour trouver son logement c'est telle autre plateforme. Bref, c'est toujours un petit peu le parcours du combattant à ce niveau-là pour trouver des informations sur comment se préparer et comment bien vivre sa mobilité. Et enfin, les derniers freins principaux qu'on peut analyser, ce sont
un petit peu tous ces freins psychologiques, d'autocensure, qui sont liés aussi à l'environnement dans lequel le jeune évolue. Est-ce que finalement l'environnement dans lequel il est, sa famille, ses amis, ses proches, l'établissement dans lequel il est, va l'encourager ou le désencourager à partir en mobilité pour plein de raisons différentes, qui vient alimenter justement toute cette autocensure qui peut exister chez les jeunes. Donc voilà, on a un peu ces 3 grandes catégories. Et après, évidemment, l'important, c'est aussi d'aller creuser plus précisément quels sont ces freins, d'où ils viennent et comment les lever. Alors, justement, une question peut-être à vous deux, Monsieur Drissi et Madame Chancelier. Comment faire en sorte d'inscrire ou d'articuler la stratégie inclusion dans la stratégie générale et d'internationalisation de l'établissement ? Comment faire ? Alors, Louise, j'y vais. En fait, dans vos établissements, d'une manière générale, il y a une politique d'inclusion et de diversité, mais il y a également aussi une stratégie internationale ou d'internationalisation at home, à domicile plus exactement. Effectivement, comme la question est posée, c'est comment peut-on articuler justement cette politique avec cette stratégie ? Ça me semble vraiment quelque chose de très, très important. Je pense qu'on est tous, je dirais, mobilisés. Il faut qu'on arrive à retrouver l'expression de cette politique d'inclusion et de diversité au niveau de cette stratégie d'internationalisation, je dirais, à domicile. Et c'est vraiment une belle synergie qui, profitant, parce qu'on a tendance à parler de la mobilité, mais surtout sortante, mais profitant aussi de la mobilité entrante. La mobilité entrante, c'est aussi quelque chose qui vient enrichir et alimenter cette internationalisation at home. Et si on peut, dans la foulée, aider à déclencher ces étincelles, je dirais, de la mobilité chez nous, publics les plus éloignés, les plus fragiles, je disais, donc, et qui sont pas forcément, je dirais, les premiers à penser mobilité, et ben voilà une très belle synergie et en même temps une opération qui transforme complètement un campus, je dirais, de formation, d'innovation, de recherche, donc sur nos territoires. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon auquel on pense pouvoir avancer sur le sujet. Et ça, c'est une culture profonde, en fait, qu'il faut qu'on arrive à intégrer dans nos démarches. Je laisse Louise compléter certainement. Oui, tout à fait. Les internationaux qui viennent dans les établissements sont une très grande force aussi pour donner cette appétence de l'international aux étudiants locaux. Et on a aussi évidemment toute cette force d'avoir des alumni, donc des anciens ou actuels bénéficiaires du programme Erasmus+, qui peuvent venir aussi aider dans cette logique de pair à pair. Je vais quand même revenir sur la mobilité sortante. Puisque dans le cadre de notre recherche du projet Social Inclusion and Engagement in Mobility, qui est mené donc en partenariat avec ESN International et pas mal d'universités un peu partout en Europe, on a bien analysé que 93% des établissements avaient une stratégie internationale. Ça, là-dessus, on est tous d'accord à ce niveau-là. Mais parmi ces 93%, seulement un tiers prenait en compte les critères d'inclusion dans cette stratégie. Donc il y a vraiment tout un travail aussi à faire sur cette dimension d'inclusion, ce qui n'est pas simple puisqu'en fait elle est transversale à plein d'enjeux au sein des établissements et du coup nécessite de prendre en compte beaucoup de dimensions, beaucoup d'autres départements et de prendre en compte aussi les étudiants eux-mêmes. De cette étude sont ressorties plusieurs recommandations. La première, qui paraît assez évidente, mais c'est de connaître ce public-là et de connaître leurs freins, de pouvoir travailler avec eux. Et c'est là où travailler avec les étudiants eux-mêmes a une très grande valeur pour mieux connaître aussi quels sont les enjeux qu'ils vivent et sur quoi, qu'est-ce qui vient les bloquer au final dans leur mobilité. Ensuite, évidemment, de pouvoir définir des leviers à partir de ces besoins qui ont été analysés. Et enfin, peut-être aussi diversifier les offres de mobilité. On en parlait tout à l'heure, d'utiliser les mobilités hybrides, d'utiliser les mobilités courtes, de travailler aussi avec les étudiants internationaux qui sont présents pour créer ces échanges, etc., etc.,
qui vient aussi renforcer cette dimension d'inclusion dans les stratégies d'internationalisation. Merci. Ensuite, avec ESN France, Madame Chancelier, vous avez produit, outre le projet CIEM, un certain nombre de ressources liées à l'inclusion. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques outils que vous avez produits pour aider les établissements à renforcer leur priorité inclusion ? Alors, je vais d'abord commencer par rester sur le projet CIEM. Puisque, au-delà de cette étude, on a justement produit des guidelines. Alors, le projet est en anglais, donc j'ai beaucoup utilisé des mots anglais. Veuillez m'excuser par avance. Mais nous sommes entre internationaux, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc, des guidelines qui permettent justement d'auto-évaluer sa stratégie et de pouvoir avoir des questions qui viennent guider pour mettre en place tous ces critères d'inclusion. Qui vient donc se catégoriser donc en 4 parties. La première, c'est comment créer une cartographie de toutes ces forces en interne pour justement pouvoir mieux inclure les étudiants qui sont éloignés de la mobilité, qui ont moins d'opportunités. Donc d'identifier les départements avec qui on peut travailler, avec qui on travaille déjà, comment renforcer ce travail, de pouvoir identifier aussi les associations présentes sur les campus et ainsi de suite. Ensuite, faire ce travail-là aussi sur les forces externes, donc les institutions, les collectivités, d'autres associations qui sont spécialisées dans les champs de l'inclusion. Enfin, donc, tout ce travail d'auto-évaluation qui vient aider justement à définir et renforcer les critères déjà existants pour favoriser l'inclusion dans la mobilité internationale. Et enfin, on a travaillé aussi sur une dernière partie qui est très axée sur la communication, donc comment promouvoir son établissement à l'international auprès de différents publics étudiants, mais aussi comment encourager ses étudiants dans son établissement à partir en mobilité. Tout ce travail-là, vous pourrez le retrouver sur le site CIEM, donc SIEM-project.eu, pour en savoir un petit peu plus. Et n'hésitez pas non plus à revenir vers moi ou revenir vers les membres du projet, du consortium, pour poser vos questions. Et enfin, pour sortir un petit peu de CIEM, ESN, depuis de très longues années, s'attache à renforcer la participation des étudiants et des jeunes en situation de handicap au programme Erasmus+. Et nous avons développé la plateforme International Mobility with Disabilities, qui vient donc donner des conseils et des clés, des premières approches aux jeunes en situation de handicap, mais qui vient aussi conseiller à travers un MOOC des structures à la fois du handicap et à la fois de la mobilité, donc typiquement les relations internationales des établissements, pour mieux prendre en compte les besoins d'accompagnement des jeunes en situation de handicap, quel que soit leur profil. Alors, ce projet est une porte d'entrée, il y a énormément de choses à faire encore, mais voilà, c'est un petit peu notre pierre à l'édifice. Oui, des ressources pour tous et développer aussi avec effectivement le programme Erasmus+. Oui, j'ai oublié de préciser, ces projets sont développés grâce au soutien de l'agence Erasmus+. Ce sont des actions clés d'eux. Oui. Et donc, Christelle, maintenant, je vais passer un peu à l'agence Erasmus+, en tant que telle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la stratégie inclusion et diversité se décline au niveau de l'agence Erasmus+ France et ensuite au niveau des porteurs de projets ? D'accord, avec plaisir. Donc, effectivement, d'abord, c'est vrai que les principes d'égalité et d'inclusion font partie des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et le règlement qui établit le programme actuel met en avant la nécessité d'un programme plus inclusif. Le Parlement européen s'était beaucoup défendu lors des négociations du programme pour faire en sorte que ce programme soit plus inclusif. En effet, le précédent programme, on estimait qu'il y avait 11,5% de publics avec moins d'opportunités qui partaient dans le cadre du programme, alors tous secteurs confondus. C'est trop peu, c'est beaucoup trop peu. Il faut qu'il y ait davantage de personnes parce que nous le savons à travers les études que nous publions où nous mesurons effectivement l'impact de la mobilité et notamment aussi sur les personnes les plus fragiles. Mais vous le savez encore mieux aussi à travers vos bureaux des relations internationales à quel point ces mobilités peuvent être une valeur ajoutée dans le parcours de formation, dans le parcours d'insertion et puis même plus largement dans le parcours de vie d'une personne. Alors Erasmus doit être vraiment le plus pour ceux qui ont un peu moins au départ, un peu moins d'opportunités, un peu moins de chance.
C'est une priorité totalement générale du programme. Ça irrigue le programme. C'est une priorité du programme, une des 4, pour faire en sorte de favoriser l'égalité des chances de tous et toutes. Alors, c'est vrai que le guide du programme définit 8 obstacles extrêmement généraux, extrêmement larges, qui limitent l'accès à la mobilité, le handicap, les problèmes de santé, les obstacles géographiques, les obstacles sociaux, économiques, aussi les problèmes liés à la discrimination, les obstacles liés au système d'éducation et de formation qui ne sont pas forcément toujours adaptés à tout un chacun. Et ensuite, la Commission européenne a demandé en fait aux agences nationales de déployer et de développer une stratégie en lien avec bien sûr les autorités de tutelle pour quelque part opérationnaliser un petit peu dans leurs pays respectifs en fonction du contexte l'inclusion et la diversité dans le programme. Alors, en termes d'opérationnalisation, ça se joue à 2 niveaux, bien sûr, au niveau des projets de mobilité d'une part, et puis au niveau des projets de partenariat d'autre part. Alors pour les projets de mobilité, déjà, vous le savez, puisque vous connaissez parfaitement les principes de la charte pour l'enseignement supérieur, dès lors que l'on s'inscrit dans le cadre du programme Erasmus+, un des principes de la charte pour l'enseignement supérieur, c'est de proposer, de faire en sorte que les mobilités soient accessibles aux étudiants venus de tous les horizons de façon inclusive et équitable. Donc, en termes de promotion, en termes d'information, en termes de soutien et d'accompagnement notamment. Et puis, ça se joue aussi au niveau national, ont été définis l'octroi de soutien financier complémentaire, des soutiens à l'inclusion, pour un certain nombre de bénéficiaires que l'on peut tracer avec des critères objectifs et qui sont définis clairement dans le bulletin officiel de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc ces publics-là sont prédéfinis et ont le droit effectivement à des financements complémentaires. Alors, je sais que ça n'a pas toujours été forcément... L'année 2021 était une année peut-être compliquée, une année de transition, une année aussi avec des budgets peut-être un peu contraints. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre on board, enfin, pour faire en sorte que effectivement ça puisse se déployer au mieux dans le futur. Et certains établissements ont vraiment pris cela à bras le corps, et nous en parlerons aussi demain lors des ateliers. Et puis, au-delà de cela, il y a aussi le fait que la Commission européenne a quand même un peu redesigné, si je peux dire, le programme, parce qu'elle a fait en sorte qu'il y ait des possibilités, des formats de mobilité beaucoup plus souples, plus flexibles, avec des possibilités de mobilité un peu plus courtes, ou des mobilités hybrides, donc conjuguant à la fois le présentiel et le distanciel, et qui permettent à des publics qui sont peu enclins à partir notamment sur des durées un peu longues, de pouvoir partir effectivement avec ces formats un petit peu différents, un peu sans doute mieux adaptés. Et puis aussi, en termes d'accès à la mobilité, on le sait, il y a des filières, on parlait des filières de santé tout à l'heure, qui partent peu et qui peuvent effectivement, avec ces nouveaux formats de mobilité, davantage s'orienter vers ces expériences qui sont si riches. Et puis ça se joue aussi à un deuxième niveau, au niveau des partenariats, puisque lors du processus de sélection, les projets s'inscrivant dans une des priorités du programme, une des 4 priorités, bénéficient, si je veux dire, d'une priorité de points supplémentaires lors de l'évaluation de leur projet, dès lors qu'il est bien explicité. Et ça aussi, c'est une façon de booster, de faire en sorte que l'appareil de formation puisse développer et déployer de nouvelles modalités, de nouvelles formations qui sont accessibles et qui correspondent mieux aux besoins de tous, et notamment des plus fragiles. Je voulais aussi simplement vous dire qu'il y a des ressources que nous avons développées au niveau de l'agence française aussi,
Il y a un guide inclusion et diversité qui est disponible et que vous pouvez consulter, qui explicite un petit peu ce que l'on vient de se dire là, mais de façon très, très rapide. Et puis, une page inclusion qui est aussi sur notre site internet. Et puis, on a à cœur de l'enrichir. Et je suis sûre que les bonnes pratiques qu'on aura demain lors des ateliers nous permettra de faire remonter de bonnes expériences et de belles initiatives, de beaux projets que vous menez sur cette priorité. Et puis, vous avez eu l'occasion d'aller au Corner Publication. Je voulais quand même rappeler qu'il y a une série inclusion dans nos notes de l'Observatoire Erasmus+, qui se décline. Et il y a tout récemment, là, elle a été publiée assez récemment, une note justement sur la mobilité des personnes en situation de handicap. On en parlait justement tout à l'heure. Et puis aussi le Journal of International Mobility qui se penche aussi sur la question de l'éducation et de la formation dans l'accueil des personnes réfugiées. Donc, c'est aussi un sujet. Donc, voilà, des ressources pour ouvrir les perspectives et puis vous nourrir aussi un petit peu au niveau de l'agence. Merci Christelle. Alors, je retiens notamment ta jolie expression Erasmus+ doit être le plus pour ceux qui ont un peu moins. C'est, je pense, une belle expression pour un peu représenter l'esprit de la priorité inclusion et diversité dans le programme Erasmus+. Donc, je pense par rapport à nos divers témoignages qu'on est tous d'accord on a tous la volonté d'aller vers davantage d'inclusion dans le programme Erasmus+. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que la stratégie inclusion, c'est à la fois une stratégie qui va de bas en haut et de haut en bas. Les établissements mettent déjà en pratique certaines actions, certains projets qui servent cette priorité de l'inclusion. Les décideurs publics sont aussi dans cette impulsion et cette initiative vis-à-vis de l'inclusion. Donc au final, les planètes sont un peu alignées pour aller vers davantage d'inclusion. Et je dirais que s'il y a une idée à retenir, nous, vraiment, sur la priorité du programme Erasmus+, c'est que la stratégie inclusion, elle va bien au-delà du simple complément financier inclusion, qui est certes important, mais voilà, on l'a entendu dans vos témoignages, l'idée c'est vraiment de permettre au public ayant moins d'opportunités d'accéder aux possibilités du programme Erasmus+, et ces personnes-là, elles sont éloignées du programme pour des raisons très diverses. Et donc les solutions, elles peuvent être parfois financières, mais elles sont aussi parfois d'ordre lié à l'orientation et à l'accompagnement, à l'adaptation des infrastructures, à de nouvelles méthodes pédagogiques, etc. Donc je ne doute pas que dans les établissements où vous avez déjà mis en place certaines pratiques, et ce sera d'ailleurs l'objet des ateliers de demain pour en discuter, échanger, diffuser un peu ce que vous avez déjà mis en place, mais aussi identifier les freins et les solutions. Donc je pense qu'on peut clore là-dessus, et puis j'espère qu'on se retrouvera demain autour des ateliers pour en discuter davantage. Et j'en profite pour appeler toutes les personnes qui se sont inscrites dans nos ateliers inclusion demain et qui ne se sont pas encore positionnées dans des sous-groupes à le faire. On a posé des petites feuilles à l'endroit où vous avez récupéré vos badges pour inscrire vos noms et prénoms. Et je crois aussi que sur l'atelier transition écologique, mon collègue a fait pareil. Voilà, merci et bonne fin de journée. Merci à nos intervenants. Merci. Merci à nos intervenants et modératrices de cette table ronde avec un focus inclusion et diversité. Il est l'heure de faire une deuxième pause. Nous reprenons à 17h pile, à nouveau au café. Retrouvez les corners, retrouvez les vidéos qui passent. À tout à l'heure. Merci.